C'est à Vierzon, commune d'environ un peu plus de 24 000 habitants, située dans le département du Cher, que s'est déroulée ce samedi 1er février 2025, la seconde édition des Rencontres citoyennes internationales. Au programme de cette journée, qui s'est prolongée le dimanche matin, une série de témoignages, de débats et de tables rondes animées par des professionnels de santé, de justice, des collectifs et des anonymes victimes d'effets indésirables des injections Covid-19. Tous réunis pour une cause commune, les effets délétères de la vaccination et du Covid long. L'événement a été organisé par l'association Chair à tout cœur, dont Muriel, secrétaire au sein de la structure, nous en dit quelques mots. Et donc je fais partie des organisateurs des Rencontres citoyennes internationales de Vierzon, qui s'est déroulée pour la deuxième fois consécutive au centre de congrès de Vierzon et qui a rassemblé cette année à peu près 53 associations et collectifs, dont des témoignages de 7 associations collectifs étrangers. Donc on porte bien notre titre cette année d'international, puisque l'année dernière on n'était que 3 étrangers, et on voit donc l'ampleur que ça prend, puisque on est passé également de 37 associations et collectifs à 53 cette année. Ce qui prouve que les conséquences sont observées à l'échelle mondiale. Très intéressant, la vision internationale, parce qu'on a vu des gens qui venaient d'Italie, d'Allemagne, des Pays-Bas, etc., et même d'Irlande, qui sont venus nous parler des associations qu'ils avaient fondées. À l'image de Sharon et Darren, venus d'Irlande du Nord et membres du collectif VIBS-NI, soutien aux victimes d'effets indésirables des vaccins et aux personnes en deuil d'Irlande du Nord. Nous faisons partie d'un collectif qui s'appelle VIBS-NI, soutien aux victimes d'effets indésirables des vaccins et aux personnes en deuil d'Irlande du Nord. Tout d'abord, notre principal objectif est d'apporter avant tout notre soutien aux victimes et aux personnes en deuil, parce que je suis certain que, comme dans les autres pays, c'est ce que nous entendons aujourd'hui et hier, il y a très peu de soutien offert à ceux qui sont touchés. Les gouvernements et les médecins semblent nous avoir tourné le dos. Et nous faisons donc pression sur les politiciens pour un changement en ce qui concerne une meilleure prise en charge des soins, une reconnaissance de ces personnes comme victimes de préjudice médical et pour une meilleure indemnisation des dommages causés par les vaccins. Bonjour, je m'appelle Sharon et comme Darren l'a dit, nous appartenons à un collectif de soutien qui se nomme VIBS-NI, qui signifie soutien aux victimes d'effets indésirables des vaccins et aux personnes en deuil d'Irlande du Nord. Mon histoire et mes raisons d'être impliquée dans ce collectif sont personnelles. Mon mari et moi avons perdu notre fille âgée de 23 ans à cause du vaccin Pfizer. Ruth a été contrainte, en raison des restrictions de voyage, de se faire injecter une dose de Pfizer et 7 mois plus tard, elle est morte soudainement. Nous savons que sa mort a été causée par le vaccin Pfizer et nous avons entendu beaucoup de témoignages de parents de jeunes personnes décédées subitement. Nous ne sommes donc pas seuls. Kenneth et moi avons fait la promesse devant Dieu de dire la vérité au plus grand nombre de personnes qui nous écouteront et c'est pourquoi nous sommes là. C'est aussi simple que ça et c'est pour ça que nous sommes membres de VIBS-NI et nous représentons les victimes d'effets indésirables du vaccin et les familles endeuillées d'Irlande du Nord. Et nous voulons vous dire à chaque personne victime de ces effets secondaires partout sur la planète, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de collectifs partout dans le monde qui souhaitent vous soutenir. S'il vous plaît, trouvez un de ces collectifs et rapprochez-vous d'eux parce que nous sommes là pour vous. Nous avons parcouru un long chemin qui a duré plus d'1 an pour que nos politiciens donnent réellement la parole aux victimes et aux personnes endeuillées par le vaccin au sein des structures du Parlement.
Nous y sommes parvenus grâce à l'aide d'un politicien qui a travaillé en étroite collaboration avec Vibes & I. Il s'agit du député Paul Frou, membre de l'Assemblée législative. Ainsi, avec Paul Frou et les blessés et endeuillés du vaccin, qui ont été si courageux en racontant leur histoire et en le faisant de manière publique. Notre Premier ministre et notre Vice-Premier ministre n'ont eu d'autre choix que de donner à ces personnes une voix au sein du gouvernement. Et parce que nous avons été ignorés par nos politiciens, nous avons emmené ces voix devant la BRI en Irlande du Nord, où nous nous sommes assurés que ces voix soient entendues. Notre objectif était d'entrer dans le bâtiment et nous l'avons fait. Notre député et notre Premier ministre ont invité les victimes et les familles des victimes au château de Stormont, au cœur de notre gouvernement, et ils les ont écoutés. Ils n'avaient pas d'autre choix que de regarder ces personnes dans les yeux. Ces mêmes personnes dont ils avaient nié la parole. Ces mêmes personnes à qui nos politiciens ont dit que les vaccins étaient sûrs et efficaces. Maintenant, ils ont eu cette réalité face à laquelle ils ont dû regarder ces personnes droit dans les yeux. Ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ne pouvaient plus le nier et ils ont dû s'excuser et les reconnaître comme victimes des dommages causés par le vaccin. Ils nous ont donc accordé une journée dans le bâtiment du Parlement où toutes les personnes qui avaient été blessées ont eu la possibilité de parler et de s'adresser librement aux membres de la séance, ainsi qu'aux politiciens qui sont venus écouter. Donc oui, notre propre gouvernement en Irlande du Nord a maintenant publiquement reconnu. Ici, en France, les choses sont quelque peu différentes. Le gouvernement ne reconnaît ni sa responsabilité, ni les victimes de la vaccination Covid, alors que nous sommes face à un événement des plus choquants et révoltants. C'est un scandale qui va dépasser tous les autres scandales qu'on n'a jamais connus, mais même, je dirais, dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est la première fois qu'on a un scandale au niveau mondial qui a à ce point trompé toutes les populations. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, le vent est en train de tourner et petit à petit, tous ceux qui n'avaient pas pris conscience de la façon dont ils les avaient trompés, eh bien petit à petit, ils s'éveillent un peu, ils commencent à comprendre, bien qu'il y ait beaucoup d'efforts encore qui soient faits pour cacher la vérité. Mais le vent tourne. Vous voyez, même la CIA vient de reconnaître que le virus du coronavirus, en fait, était issu d'un laboratoire. Face à un virus qu'on nous a présenté comme potentiellement mortel, des vaccins à ARN messager sont vite arrivés sur le marché comme la solution miracle, sauf que dans de nombreux cas, l'issue s'est avérée fatale. Je suis Dominique Bodino, je suis retraité, j'avais 3 enfants, j'en ai plus que 2 parce que ma fille aînée est décédée il y a 3 ans, le 4 janvier 2022, après 3 doses de Moderna. Et du coup, je ne savais pas trop comment gérer ma colère. Donc j'ai fait ce qui me semblait le plus raisonnable, c'est-à-dire de dire je vais m'occuper des autres victimes. Ce que j'ai fait en créant la carte de France des victimes par département, puisque c'est l'essentiel de mon travail, c'est de répertorier par département pour que ça puisse être utilisé. Voilà. Là, vous voyez vraiment le dessin qui m'a servi pour créer la boîte Corse. C'est pour rendre hommage à la fille de Dominique Bodino. Et tout autour, vous avez les résistants VIAC, parce que Dominique Bodino a créé la carte de France pour expliquer qui sont toutes les victimes. On a créé justement les résistants VIAC parce qu'on va partout. Le 4 janvier 2022, ma fille est morte. C'est le 5 janvier que M. Macron a dit « Les non-vaccinés, j'ai envie de les emmerder ». Le lendemain, il a fait ça. Il aura fallu que les familles des victimes s'organisent, créent des collectifs afin d'alerter les citoyens et les autorités locales, des informations passées sous silence au sein des médias de masse, une véritable omerta sur le sujet. Ce que j'ai observé depuis 40 ans, c'est une dégradation lente mais sûre de la liberté d'expression. Et donc de la liberté d'exercer le métier de journaliste. Et ça s'est accéléré dans les derniers temps. Mais pendant longtemps, on pouvait dénoncer des scandales. Et on l'a fait. On a dénoncé le nuage de Tchernobyl qui, soi-disant, s'était arrêté à la frontière. On a dénoncé d'autres scandales qui étaient
des scandales qui n'étaient pas des scandales de santé publique. Hein. L'affaire des Irlandais de Vincennes, l'affaire de Greenpeace. Une liberté d'expression réprimée à tous les niveaux, sans compter le nombre de médecins interdits de prescrire et encore moins d'exprimer une opinion différente du discours officiel. Depuis l'apparition de ce Covid, on était quelques-uns, et je ne suis pas le seul, à s'être interrogé sur la réalité de l'épidémie, 2 sur le slogan « On ne soigne pas Doliprane à la maison » et 3 sur les thérapeutiques qu'on pouvait donner depuis le début du Covid en fait et qu'on nous a empêché de donner. Et donc il était important de préciser aux gens quel était l'historique de ces 3-4 années qu'on a passées, de montrer quelles étaient les applications politiques qu'on nous avait imposées comme pensée, et 3, donner l'espoir à des gens. On peut soigner des gens qui ont des Covid ou des Covid longs, pas tous, mais on peut les soigner pour une partie. Des médecins généralistes et spécialistes poursuivis par le Conseil de l'Ordre des médecins qui ne recule devant rien pour faire asseoir une autorité outrancière. C'est mon premier jour d'interdiction aujourd'hui et le Conseil national de l'Ordre a été gentil avec moi parce qu'il m'a permis de pouvoir venir ici l'esprit tranquille, donc en ne pensant pas à mes patients. J'y pense, mais je ne travaille pas et je reprendrai le 1er mai, le jour de mon anniversaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été effectivement condamnée en première instance, puis en appel à 3 mois de suspension pour avoir dit que les médecins généralistes devaient cesser de soigner par téléphone. Et j'ai même dit qu'ils devaient cesser de se cacher derrière leur téléphone parce qu'une pneumonie, ça ne s'est jamais soigné au paracétamol, donc au Doliprane chez vous, au Dafalgan chez nous, et que tous les produits pharmaceutiques, tous les médicaments, tous les vaccins avaient des effets secondaires qu'il était temps qu'on s'en souvienne, que le masque c'était extrêmement délétère et notamment particulièrement sur les enfants et que l'immunité naturelle était meilleure que l'immunité vaccinale. Donc ça c'est les 4 choses que j'ai dites qui ont fait bondir mes collègues. J'ai été condamnée donc 2 fois et aujourd'hui je suis en cassation. S'exprimer librement est devenu un acte militant et soigner pour les médecins s'est transformé en un geste de défiance et d'irresponsabilité. Au début, je traitais les Covid comme des grippes et donc on donnait des médicaments qu'on donne habituellement, donc anti-Covid, de la vitamine D, de la vitamine C, Doliprane s'il y a de la fièvre, et puis du zinc, et puis un antibiotique, l'azithromycine, qu'on a interdit, ça c'est comme une particularité de la France, que pour le Covid pendant les années Covid. Maintenant, vous pouvez le donner pour tout, personne ne va vous reprocher. Mais là, pour les années Covid, il ne fallait absolument pas donner l'azithromycine. Il n'y a pas de raison médicale à ça. Je pense que c'est des raisons de santé publique politique qui fait qu'on nous a interdit de donner l'azithromycine. Et donc l'ivermectine est venue après, quand dans les pays comme je crois que c'est l'Inde qui m'a décidé en fait à donner l'ivermectine parce qu'ils avaient fait une étude dans 2 États avec des kits distribués par l'OMS où il y avait l'ivermectine dedans et vraiment il n'y avait pas photo avec le remdesivir. Donc je me suis dit bon, autant faire confiance. Mais je ne comprenais pas le mécanisme d'action de l'ivermectine sur le Covid en fait. C'est qu'après que je l'ai découvert et très récemment, quand on a échangé avec le professeur Fantini et qui m'a expliqué que l'ivermectine en fait agissait sur la protéine S puisqu'en fait il y avait un récepteur qui bloquait la protéine S, Spike pardon, et du coup ça l'empêchait d'agir. Et d'ailleurs l'azithromycine agit de la même manière, ce que j'ai découvert quand on était le voir. Donc on a bien une explication pourquoi le pourquoi du comment ça marche. C'est une vraie campagne de désinformation qui a été menée pendant la période du Covid, que ce soit au niveau des traitements possibles que l'on nous disait inexistants, que ce soit concernant le nombre de morts du virus dont on nous servait un décompte quotidien, avec comme seule et unique solution la vaccination, devenue quasi obligatoire pour les Français. Si vous ne connaissez pas vos droits, vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. Et on a compris qu'en réalité, la crise sanitaire, c'est surtout une crise de la connaissance. C'est par l'ignorance qu'on a conduit un grand nombre de personnes à aller utiliser un produit expérimental sans jamais avoir connaissance des potentiels effets secondaires qui pouvaient lui être imputables. Pour eux, c'est un succès. Ils ont réussi à ce que finalement 80% des Français acceptent qu'on leur injecte un produit expérimental qui n'a pas été testé. N'oublions pas que cette injection a été imposée sous peine de perdre son emploi, de ne plus avoir de vie sociale et de ne plus pouvoir se soigner pour ceux dont les visites à l'hôpital étaient nécessaires. D'ailleurs, c'est amusant de voir que ces personnes-là
sont fait vacciner pour ne pas perdre leur travail, ils sont fait vacciner, ils ont perdu leur travail parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Donc si vous voulez, c'est peut-être une utopie, mais je pense que la plupart des avocats qui font ce contentieux-là, il y a un petit côté militant, peut-être que c'est un peu trop fort, mais au moins volonté de réparer une injustice qu'ils voient tous les jours. Heureusement que plusieurs cabinets d'avocats sont mobilisés aux côtés des victimes des faits indésirables de la vaccination, dont les histoires sont à la fois déchirantes et tragiques. Donc moi c'est Mathieu Dubois, j'ai 40 ans, donc j'étais dans le transport à l'époque avant de tomber malade. Je suis tombé malade le 10 septembre 2021 au lendemain de ma première dose Moderna et je suis atteint de troubles neurologiques sévères, encéphalomyélite myalgique et neuropathie des petites fibres. Donc moi je m'appelle Marie-Charlotte, Macha c'est mon surnom, j'ai 35 ans et donc j'étais préparatrice en pharmacie, diplômée en dermocosmétique avant les injections Covid. Moi j'ai reçu 3 doses de Pfizer. J'ai commencé à avoir quelques légers symptômes à la première dose. Deuxième dose, ça s'est accentué. J'ai eu des troubles gastro-intestinaux qui m'ont fait perdre plus de 22 kilos en 8 mois et c'est là que la fatigue s'est enclenchée. Et puis la troisième dose, 2 heures après les injections, je suis tombée au sol. Ma vie a été détruite à partir de ce moment-là. Et depuis, je suis touchée d'une maladie incurable ainsi que de nombreuses comorbidités qui aujourd'hui me rendent handicapée. C'est des pathologies débilitantes et très lourdes quotidiennement. Je vis avec plus de 50 symptômes et je me déplace avec des béquilles ou un fauteuil roulant quand il s'agit de faire plus de 200 mètres. Donc les injections ont littéralement gâché ma vie. Donc Julia Walter, 38 ans, je suis à côté de Strasbourg. Donc moi j'étais assistante maternelle, je suis maman de 2 enfants et après la première dose, 6 jours après, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine. Donc je suis allée aux urgences, tout était normal. Donc j'avais encore cette prise de sang qui montrait que tout était bon. Et donc je fais ma deuxième dose, donc première dose le 9 juin, le 19 juillet la deuxième dose et là le soir même de la deuxième dose, des douleurs de nouveau dans la poitrine terrible. Donc je vais chez le médecin le lendemain matin, mes dédimères sont à 1700, donc elle a peur que je fasse une embolie pulmonaire, donc j'arrive aux urgences et donc on découvrira une péricardite aiguë. Et au jour d'aujourd'hui, elle n'est toujours pas guérie. J'ai une péricardite chronique. J'ai d'autres maladies, une encéphalomyélite myalgique, une spondylarthrite. C'est pour ça que je suis en béquille et je suis souvent en fauteuil pour m'économiser parce que je fatigue très très vite. J'ai des pertes de mémoire, troubles cognitifs et fibromyalgie récemment. J'ai des douleurs partout. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très très compliqué et j'ai lancé une procédure judiciaire au tribunal de Paris pour pouvoir faire reconnaître le lien entre l'injection et ma péricardite. Des procédures judiciaires qui s'éternisent et des effets secondaires non reconnus. La plupart des victimes est confrontée à une errance médicale. Lorsque vous avez un effet secondaire de ce vaccin, il y a 2 choses qui se passent. Premièrement, vous avez le corps médical qui dit c'est une coïncidence, ça n'a rien à voir, c'est dans votre tête, pas de chance que voilà. Ou alors, on peut vous dire que vous aviez ça en vous, voilà. Il y a aussi un rejet de la famille, un rejet des amis qui se disent mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un un peu fragile? Est-ce que vous n'êtes pas un peu mythomane finalement? Et pendant 6 mois, j'ai cherché moi-même avec mes propres connaissances médicales quel était le souci de toutes ces pathologies, pourquoi toutes mes analyses étaient mauvaises. En fait, j'essayais vraiment d'enquêter moi-même. Et en fait, quand le diagnostic est tombé de maladie incurable, oui, je me suis pris une vraie claque. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça, dans le silence. Et en fait, je suis tombée sur un reportage qu'avait fait Mathieu. Et en fait, il a éclairé mon chemin parce que je me suis dit, Mathieu m'a ouvert la voie, il m'a fait comprendre que c'était bien évidemment les injections et que j'étais pas folle comme tous les médecins le disaient. Et en fait, ça m'a donné la force de témoigner pour aider toutes les victimes qui sont dans le silence parce qu'on est énormément censurés. Donc les informations ne viennent pas jusqu'aux victimes. Donc c'est à nous d'aller les chercher. Et je me suis dit, plus on sera de victimes à témoigner, plus on parlera de ces effets délétères et de nos souffrances, et plus les gens vont pouvoir s'identifier. Il y a des personnes qui sont malades aujourd'hui et qui ne savent pas pourquoi. C'est la raison pour laquelle de nombreux collectifs se sont créés en France et dans le monde, tels que Où est mon cycle, On a une autre dose, Verity France, ou encore À Victime pour ne citer que, afin de se sentir moins seul, s'entourer de professionnels, alerter l'opinion publique des effets délétères de la vaccination Covid qui touche une grande partie de la population
quel que soit son âge. On a créé l'association à victimes avec Alain Maupas et Mélanie Maupas. Et Mélanie, malheureusement, est atteinte de la maladie de Charcot, elle a 35 ans aujourd'hui, elle aura 36 ans le mois prochain, et elle verra sûrement pas ses 37. Donc rien que déjà ça, on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose. Aujourd'hui, on est plus de 700 adhérents sur toute la France, des dom-toms. On a 30 maladies de Charcot dans l'association, c'est incroyable. Mais des cancers, des tumeurs. La plus jeune victime a 2 ans, la plus âgée a 94 ans. On voit la souffrance des victimes. Et moi, je lance un appel au gouvernement en disant que aujourd'hui, il n'est pas normal qu'en 2025, on laisse souffrir tant de victimes, tant de personnes, tant d'humains qui en fait ont joué le jeu derrière et que derrière, on a la triple peine. La peine physique, morale et financière. Aujourd'hui encore, faire reconnaître les effets indésirables est un véritable parcours du combattant. Ce qui inquiète encore plus le docteur Laurence Kaiser, gynécologue, ce sont les chiffres du taux de natalité en forte chute, qui selon elle seraient dus aux injections Covid, mais pas seulement. À côté de ces problèmes spécifiques qui concernent les femmes enceintes et les enfants, il y a toute la fertilité. Nous voyons un effondrement de la fertilité, de la natalité. C'est pas pour rien que votre président a dit qu'il fallait un réarmement démographique. Et sa solution, c'est pas de travailler sur le fond, pourquoi est-ce qu'il y a une chute de la fertilité, mais c'est de proposer des dons d'ovocytes. On se demande d'ailleurs ce qu'ils vont en faire. Donc, il y a une atteinte majeure de la fertilité qui dépasse le secteur pharmaceutique, mais qui le concerne. Pourquoi ça dépasse? Parce qu'on nous balance des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. On nous balance aussi des engrais qui contiennent des œstrogènes. On nous balance des médicaments et des injections dont on n'a pas le recul suffisant pour pouvoir dire que ça va être réellement sécure. Et on nous ment à tous les niveaux. On parle souvent des effets secondaires des vaccins, mais on connaît moins les souffrances endurées lors d'un Covid long, une réalité vécue similaire aux victimes des injections. Le docteur Marine Bertrand, membre du collectif UPGS, Union pour la prévention et la gestion des crises sanitaires, nous raconte son histoire. Alors pourquoi vous, en tant que médecin, vous vous êtes senti sensible à cette cause? Ouais, moi j'ai rencontré, on va faire comme ça, j'ai rencontré en effet la présidente qui s'appelle Annie Notelet dans le cadre, puisque j'ai un Covid long, donc, et j'étais en train de me battre en fait contre mes assurances, contre mes prévoyances qui ne reconnaissaient pas en fait cette pathologie-là. Moi, pour vous faire un petit peu mon histoire, moi je suis médecin spécialiste ORL et j'avais une très belle activité en pleine forme. Moi je suis sportive de haut niveau, donc triathlète, traileuse sur des longues distances, 3 enfants, donc plutôt extrêmement active. Et en janvier en effet 2021, j'ai un Covid. Donc à cette époque-là, voilà, c'était 7 jours de confinement, j'ai une anosmie, j'ai plus de goût d'odorat. Bon, bah voilà. Au bout de 5 jours, ça revient, et tant mieux. Par contre, 2 mois après, quand j'arrive un matin en consultation, je prends mon premier patient, je sors de ma consultation et j'essaie de traverser mon couloir. Et là, j'étais obligée de me tenir au mur, en fait, je ne tenais plus debout. Ça devenait vraiment très, très compliqué. Donc, je dis, ouais, on annule tout, je rentre chez moi. Et puis 15 jours plus tard, j'avais une fatigue qui était juste écrasante. Je dormais 18 heures par jour. J'avais des troubles cognitifs majeurs. Quand je dis troubles cognitifs, c'est-à-dire que j'avais des troubles de mémoire, troubles de planification. J'étais obligée de tout programmer sur mon téléphone, sinon je ne me souvenais pas en fait de ce qu'il fallait que je fasse. J'avais des douleurs musculaires, j'avais une tachycardie posturale, un syndrome d'hyperventilation respiratoire. Donc voilà, énormément en fait de symptômes très 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 variés. Alors moi j'ai tout de suite pensé, parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque, au Covid et notamment en fait aux histoires de Covid long. Donc hélas, il n'y a pas de traitement, il n'y a toujours pas de toute façon de traitement. C'est une multitude en tout cas de prises en charge qui sont indispensables, puisque je n'ai pas pu reprendre mon activité professionnelle. J'ai une fatigue qui est trop importante, j'ai des troubles cognitifs, donc moi j'ai une incapacité professionnelle de 100%, donc je ne peux pas reprendre cette activité-là. Donc j'ai changé d'activité, je suis devenue thérapeute, formatrice, donc thérapeute pour accompagner justement les patients avec une fatigue chronique et formatrice pour les professionnels de santé
santé. La médecine allopathique n'apporte pas ou très peu de solutions concrètes, comme elle a refusé de soigner pendant la période du Covid sur ordre gouvernemental. Mais c'est choquant de voir qu'on aurait pu sauver des gens, on aurait pu éviter des Covid longs, des effets indésirables graves, et qu'on l'a choisi de ne pas le faire. Voilà, pour des raisons financières, des raisons politiques, des raisons de pouvoir, je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas, on ne l'a pas fait. Ce qui a engendré beaucoup de colère et d'incompréhension. Aujourd'hui, le docteur Laurence Kayser nous alerte sur les pratiques de la vaccination sur les femmes enceintes qui, à moyen et long terme, risquent de devenir très problématique. Je suis triste que ma présence soit essentielle dans le sens où il devrait y avoir des milliers de gynécologues vent debout contre ce qui s'est passé ces dernières années. On est pris dans un tourbillon vaccinal, c'est une véritable frénésie. Aujourd'hui, alors que je vous parle, les femmes enceintes reçoivent 6 vaccins. Elles ne s'en rendent pas compte parce que ça ne fait pas 6 piqûres, mais elles sont aujourd'hui vaccinées en cours de grossesse contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, diphtérie, tétanos, la coqueluche, le Covid, la grippe et la bronchiolite avec l'Abrysvo qui vient de sortir. Aucun de ces produits n'a été testé avec les autres. Aucun de ces produits n'a été testé sur les femmes enceintes au long cours. Je rappelle qu'il faut quand même 30 ans pour pouvoir déterminer si un médicament, quel qu'il soit, ou plus largement une substance chimique, est ou non toxique pour une femme enceinte. Une première victoire judiciaire a été prononcée en début d'année 2025 par le tribunal administratif de Montpellier en reconnaissant à une infirmière le lien existant entre le vaccin à ARN messager et l'apparition d'une maladie auto-immune. Et Montpellier qui n'est pas réputé pour être le tribunal le plus protecteur des libertés fondamentales. Donc clairement, c'est un très bon signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous a menti. Pas clairement, puisque évidemment le produit n'était pas sûr, le produit n'était pas efficace, là c'est Dixit Véran, et il y avait bien des effets secondaires, contrairement à ce que Rousseau, notre prédécesseur ministre de la Santé, avait pu dire. Donc ce sont des personnes qui nous mentent, voilà ce que ça veut dire. Deuxièmement, 63 000 €, c'est quand même pas cher payé. Mais c'est un bon début. Évidemment, j'ai cru lire, parce que c'est pas moi qui ai ce dossier, j'ai cru lire que le requérant entendait faire appel. Je pense qu'il y a vraiment nécessité de faire appel parce que c'est un bon début, mais ça ne vous répare pas, ça ne vous replace pas dans la situation qui aurait normalement dû être la vôtre. C'est ça l'indemnisation, c'est vous replacer dans la situation qui aurait dû être la vôtre. Donc ça veut dire que vous devez recalculer la vie que vous auriez dû normalement avoir. 63 000 €, c'est quand même pas cher payé. Toute réparation financière ne sera jamais à la hauteur des lourdes conséquences physiques, psychologiques et morales. La prochaine bataille résidera en la force de résilience de chacun d'entre nous. Et pour Léo Dubois, étudiant et jeune auteur venu participer à une table ronde consacrée à la jeunesse, il reste encore du chemin à parcourir. Au niveau international, je suis plutôt assez pessimiste pour la suite. Cela dépendra de si la population acceptera de s'éveiller, d'ouvrir sa curiosité et d'admettre que voilà, le monde n'est pas forcément beau et gentil. C'est pas comme on n'est pas dans les contes de fées, de dessins animés. La réalité est tout autre, notamment en matière de corruption. Mais au niveau de la jeunesse, je préfère quand même. Je pense qu'on n'est pas non plus à la fois dans une fatalité. En fait, tout sera question de notre bon vouloir à décider de s'éveiller et à oser surtout dire non. Parce que souvent, quand je discute avec mes camarades, beaucoup me disent « oui, mais je ne peux pas ». Sauf qu'on a toujours le choix. L'intelligence artificielle était également au cœur des préoccupations de cette journée de rencontre. Enjeu incontournable de ce 21e siècle, l'IA restera une arme à double tranchant. Tout dépendra de la manière dont elle sera utilisée. Que ce soit en coût militaire, en stratégie militaire, en opportunité justement de combat, et également aussi sur tout ce qui est transactionnel, financier, etc. Ce qu'il va falloir protéger. Ça va soulever aussi des questions d'interdépendance des États vis-à-vis de toutes ces nouvelles technologies. Donc il y a plein d'enjeux fondamentaux. Et on a aussi des pays qui sont moins développés que d'autres à l'heure actuelle, ou des entités non étatiques qui, grâce à l'intelligence artificielle, vont pouvoir s'imposer d'une autre façon. Donc c'est très très intéressant comme domaine.
En attendant, c'est un véritable cercle vicieux auquel font face les victimes des injections Covid et les victimes du Covid long, entre manque de prise en charge, manque de soutien et d'empathie. Parfois, les situations s'avèrent dramatiques. Et qu'on laisse autant de personnes dans l'indifférence, dans la souffrance et surtout dans le mensonge. Parce qu'il y a des victimes à qui l'on dit qu'elles ne sont pas malades ou alors qu'elles sont malades psychologiquement alors qu'elles sont réellement malades. Et en fait, on les laisse mourir en silence. Il y a des victimes qui se suicident. Il y a des victimes qui demandent l'euthanasie. Et ça, aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est dans ce contexte tragique qu'une plateforme d'écoute a vu le jour en janvier 2025 sous le nom de SOS Écoute Effet Indésirable, dont Marissa, l'une des fondatrices, nous explique les causes. Donc l'urgence, eh bien, c'était, on a discuté beaucoup avec les collectifs de victimes, Mathieu da Victime, Mélodie Doué-Mon Cycle, et leur retour, c'était qu'il y avait une vraie détresse dont on avait connaissance, mais de l'entendre de leur voix, c'était autre chose. Une vraie détresse chez les victimes qui, en plus de leurs effets indésirables et donc de leur maladie physique, avaient une détresse psychologique. Donc, et nous est venue l'idée de créer une plateforme d'écoute où on apporterait un soutien moral aux victimes pour qu'elles puissent éventuellement bien continuer déjà à vivre, parce que le risque est là aussi, que, souffrant physiquement et psychologiquement qu'on arrive à une catastrophe, et puis qu'éventuellement par la suite ils puissent rejoindre des associations ou des collectifs de victimes, ou voir ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est qu'ils déclarent leurs effets indésirables, donc on les oriente vers Solidéclat. Solidéclat, qui est une association de soignants issue entre autres du syndicat Liberté Santé, est également une autre plateforme d'aide. Toutefois, pour François Dubois, la solution serait tout autre et résiderait en chacun de nous. Parce qu'on est dans une société matérielle qui entraîne la réification de l'homme et qui veut faire de l'homme un objet marchand, ce qui manque, c'est le retour à la spiritualité. Et ça, j'arrête pas de le dire. Voilà, c'est pas pour paraître, parce que ça peut donner un côté gourou et tout ça. Non, c'est pas ça. Les causes sont beaucoup plus profondes. Il faut un retour de la morale. Aujourd'hui, c'est l'éthique qui pilote, c'est plus la morale. C'est-à-dire que c'est le bon et le mauvais. C'est ce qui est bon pour moi, ce qui est mauvais pour vous, etc. Mais ce qui est bon, ce que je disais tout à l'heure, pour le monde de la finance, ne l'est pas forcément pour nous. Le combat risque d'être encore très long avant que les différents gouvernements ne reconnaissent leurs responsabilités, mais tous les collectifs et victimes semblent déterminés à poursuivre leurs efforts, quoi qu'il arrive. Mais je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir avant que le gouvernement n'accepte sa part de responsabilité. À mon avis, ils savaient ce qui les attendait et savaient exactement ce qu'ils faisaient aux citoyens, pas seulement du Royaume-Uni et d'Irlande, mais aussi du reste du monde. Personnellement, je veux voir un jour la justice rendue. Je veux voir ces gens devant les tribunaux pour ce qu'ils ont fait aux citoyens non seulement d'Irlande du Nord, mais aussi aux citoyens du reste du monde. C'est mon combat et c'est mon souhait de le voir réalisé. Face à cette détermination qui va s'amplifier, Corinne Lalo, journaliste d'investigation, pense connaître le scénario qui sera déployé par les autorités. S'il y a un moment où on ne peut plus nier l'importance des effets secondaires, dans ce cas, eh bien, le gouvernement, les autorités sanitaires devront se présenter, même le président devront se présenter devant les victimes en disant « On vous remercie de vous être sacrifiés, c'est vrai que le vaccin, il avait des effets secondaires, manque de chance, c'est tombé sur vous, mais en fait, on vous remercie, et puis maintenant, eh bien, on va aller de l'avant et on va passer à autre chose. » Tout ça est prévu. Donc, les effets secondaires des vaccins des victimes seront niés, minimisés, et ensuite, on fera tout pour les oublier. Ni oubli, ni pardon, c'est le slogan affiché par tous ces collectifs, victimes et parents de victimes, parce qu'au-delà de la reconnaissance, c'est le besoin de justice qui réunit toutes ces personnes. Et Muriel, de l'association Chair à tout cœur, insiste sur cette part d'humanité. Au-delà du terme, des sujets abordés qui sont quand même très forts, très durs, même si nous on est habitué à entendre malheureusement ce genre de choses, on est toujours très touchés. Donc j'imagine le public qui est venu et qui n'est pas forcément à l'écoute de ce sujet-là tous les jours. Il y a eu énormément d'humanité, énormément d'amour, énormément de soutien, énormément d'échanges et énormément d'aide. Et c'est ce qu'il faut retenir de ces rencontres.
Parce qu'au-delà des larmes, de la colère et de l'incompréhension, cette seconde édition des Rencontres citoyennes internationales a réuni plus d'une centaine de personnes de tout horizon qui, le temps d'une journée, a transcendé peine et douleur pour terminer par une soirée pleine d'amour, d'humour et de bonté.